C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. C'est l'épisode 78. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de troubles alimentaires. Ça affecte particulièrement nos communautés. On va entendre le témoignage de Jordan Dupuis qui vient de publier « Tuer l'ogre » qui porte justement sur le sujet. Et Gengis Grenier en discute à sa chronique « Aux petits soins ». Les Tortues, une comédie romantique sur le vieux couple, un vieux couple gay, et l'importance de la bande dessinée pour nos communautés. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 27 mai 2024, la BD comme la radio, c'est important pour nos communautés. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins. Attention, code rouge. Avec Gengis Grenier. Salut Gengis. Bonsoir Denis Martin, comment ça va? Ça va bien. Alors, on va entendre tout à l'heure un témoignage d'une personne de nos communautés qui a souffert et qui souffre encore, j'imagine, parce que je pense qu'on ne guérit pas complètement de ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Il s'agit de Jordan Dupuis, comédien et animateur de radio-télévision. Il devait être là au début de l'émission, mais bon, ça arrive des fois que le trafic n'est pas de notre côté. Cette fois-ci, ça ne l'est pas. Et le centre-ville de Montréal est particulier avec tous ces cônes oranges, les pistes cyclables, l'absence de stationnement, puis... avec les veilles de mauvais temps. Alors, on va tout de suite parler des troubles alimentaires parce que j'ai lu que ça affecte... en fait, ça affecte beaucoup de personnes dans les communautés. T'as tout à fait raison, Denis Martin. Tu sais, dans le fond, les troubles alimentaires, on n'en parle pas assez. C'est un sujet un peu aussi qui est tabou. Puis moi, j'ai été surpris de lire les études de la Colombie-Britannique, celle de l'Ontario versus ma pratique clinique au Québec. On a des petits problèmes d'alimentation dont on ne parle pas beaucoup. Puis je trouve, dans le contexte d'inflation qu'on vient de subir en ce moment, tu sais, 40$ le morceau de saumon à l'épicerie, c'est... On dirait que la bonne nourriture va devenir aussi de moins en moins accessible. C'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Je m'en fais beaucoup parler par ma clientèle. Il arrive souvent, même en fait presque quotidiennement, qu'on réfère des patients, des clients à des banques alimentaires ou à des organismes sociaux pour aider les gens avec un statut, avec un revenu social, un revenu économique disons, considérés sur le seuil de la pauvreté pour les aider à s'alimenter. Mais il y a plusieurs enjeux là, qui peuvent facilement être discutés. J'ai appris un paquet de choses, des choses que je savais pas non plus dans les études de la Colombie-Britannique. Il se passe beaucoup de choses en alimentation, Denis Martin. Oui, beaucoup de choses. Juste pour dire, il y a des données assez navrantes. On parle de 5% de la population en général qui souffre de problèmes, de troubles alimentaires. Et dans nos communautés, c'est beaucoup de monde aussi. Ça serait, selon les chiffres préliminaires qui sont avancés par l'Ontario puis la Colombie-Britannique, on parle des fois de 4 fois plus en matière de population LGBT qui souffrirait de troubles alimentaires, que ce soit de la boulimie, l'anorexie, l'utilisation aussi même de produits pharmaceutiques comme des laxatifs, des émollients fécaux et tout, des produits pour purger, dans le fond, l'organisme, des pilules minceurs, etc. Faut aussi mentionner que les utilisateurs de drogues dures comme le cristal meth, c'est pas que je vais revenir encore là-dessus aujourd'hui. Non, mais quand même. Mais il y a des drogues comme le cristal meth ou des drogues légales qui sont du speed légaux comme l'Adderall ou des dérivés, le Concerta, qui bloquent complètement l'appétit. Hein. Il y a des patients qui rentrent dans le bureau et disent « Moi, depuis que j'ai débuté mon traitement d'Adderall ou de Concerta, je mange plus. » Ça chauffe de l'argent sur l'épicerie, mais c'est pas censé... La personne n'est pas censée moins manger. T'sais. Alors, il y a deux choses dont on peut parler ici. Le fait que la bonne nourriture versus la malbouffe, c'est de plus en plus onéreux et les gens ont moins les moyens de s'en payer. Et les communautés marginalisées. Donc, les communautés queer, on peut parler des personnes trans, non-binaires, les personnes... Les études révèlent, entre autres, que le fait que dans les communautés LGBT, dû à la transsexualité, l'homophobie, toutes les émotions négatives qui peuvent être véhiculées par la société cis
Hétéro-cis-normative. Ah, mon Dieu, merci Je suis bon là-dedans, oui. Merci de me reprendre. Quand que les gens sont discriminés, que ce soit, tu sais, là, on va parler de notre communauté à nous, mais ça pourrait être aussi en lien de la couleur de la peau ou autre chose. Quand quelqu'un subit de la violence psychologique ou toute forme de discrimination, va souvent s'en prendre à sa propre image. Ça va passer par l'alimentation. La personne va se sous-nourrir ou va trop manger ou va développer aussi des troubles alimentaires. Il y a des troubles un peu moins courants comme manger du savon ou avoir des habitudes qui sont plus rarissimes, là. Ouais. Et on parle, je te dis ça parce que d'abord, il y a un problème de revenus qui fait que les gens ont moins les moyens de s'acheter de la nourriture, la bonne nourriture. Ouais. Puis il y a aussi des gens qui souffrent de troubles alimentaires, comme tu viens de l'indiquer. Et parlons de quelque chose qu'on connaît bien parce que l'anorexie ou les problèmes alimentaires d'un point de vue homme, c'est moins connu, mais ça existe. C'est chez les hommes gays, hein, quand on voit les gym bunnies, là, les gens qui vont au gymnase puis qui... Ouais. C'est de l'auto-violence en soi. Il y a beaucoup de gens qui vont calculer tout ce qu'ils mangent là, vraiment au poids du riz. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est les gens qui vont vraiment tout calculer ce qu'ils vont manger. Il n'y aura pas une ligne de moutarde de plus sur une salade ou quelque chose. Il y a aussi la prise de testostérone. Il va y avoir aussi toute la prise de autres anabolisants pour renchérir un peu l'image que l'homme gay veut se donner. T'sais, dans le fond, c'est l'image qu'il veut avoir. Soit une image de perfection, soit une image bien attentionnée de lui-même, chose qui résulte souvent, ce que je disais tantôt, souvent, nos personnes de nos communautés qui se font cette violence-là ont été victimes eux-mêmes d'homophobie quand ils étaient probablement un peu plus jeunes. Il peut y avoir une corrélation entre les deux. Tantôt, tu me parlais du revenu, mettons, du Québécois ou du Canadien. Quand que c'est un revenu qui est sous le seuil de la pauvreté, il y a quand même 4 fois plus de personnes LGBT2SQ+, qui ont des revenus inférieurs à 20 000 $ par année versus les personnes hétérosexuelles. Donc, c'est sûr que, tu sais, ne pas avoir un revenu pour s'alimenter à sa faim. Moi, Denis Martin, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été un itinérant fonctionnel. Puis, je volais dans les supermarchés pour être capable de me nourrir là, avant mes études. En soins infirmiers, voilà une quinzaine d'années. Fait que je sais ce que c'est. Là, maintenant, je mange peut-être un peu trop à ma faim. Parce que j'ai changé, oui, de statut social. Tu sais, je fais un bon salaire aujourd'hui et tout. Puis, je mange à ma faim, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai déjà été j'ai déjà été sans toit. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais, quand on est sans toit, sans revenu fixe, puis qu'on est vraiment sous le seuil de la pauvreté, puis qu'on est obligé de voler pour manger, on peut être aussi gêné pour demander de l'aide, demander à des proches de nous cuisiner un repas. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va porter à faire. On va préférer se fermer la gueule, excusez-moi l'expression, puis se coucher le ventre vide. Ça fait moins mal à l'ego. D'ailleurs, c'est beaucoup de ces études-là, j'en ai lu quelques-unes aussi, disent que les professionnels de la santé manquent de connaissances vis-à-vis de nos communautés pour être capables de subvenir à ce genre de besoins-là, parce que les gens ne se sentent pas bien d'en parler à leur médecin ou d'en parler à leur professionnel. Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, puis en plus, moi, dans mes rendez-vous médicaux, il faut souvent, tu sais, quand que c'est un patient groupe de médecine familiale, je dois prendre ces données de l'indice de masse corporelle. Je dois le peser, je dois le mesurer. Puis en principe, je devrais faire un tour de taille, puis je me sens tout le temps mal de le faire. Même comme infirmier. Mais je vais le peser puis je vais le mesurer. Puis là, on en arrive à un indice de masse corporelle. Si mon indice de masse corporelle chez une personne, mettons, gay, de notre communauté, est en bas de 16, 17 en indice de masse corporelle, c'est quelqu'un qui est quand même assez très chétif. Il y a un trouble alimentaire, à moins qu'il soit qui a un très grand métabolisme, qui digère très vite, qui métabolise tout ce qu'il mange très rapidement. C'est quand même quelqu'un qui a probablement un trouble alimentaire. J'ai pas cette portion-là dans mon rendez-vous pour aller explorer tout ça. Quelqu'un qui a, au contraire, un indice de masse corporelle à 38, ben c'est sûr que si c'est quelqu'un qui mange peut-être un peu trop, un peu plus que sa faim, il y a un sujet à discussion. Si c'est quelqu'un qui mange un peu trop, des fois, souvent, les personnes vont manger leurs émotions. Il y a des raisons derrière ça aussi. Là. Ce qui est trouble alimentaire, c'est pas seulement que de s'affamer, c'est aussi parfois de trop manger. C'est le problème de Jordan Dupuis, dont il est question dans son livre, qui a dû même subir une opération bariatrique. Ça non plus,
c'est une grosse décision à prendre, puis il y a plein de risques à ça. Tu sais, puis on a de la misère à mettre des mots là-dessus. Tu sais, quand on parle de maigreur ou d'obésité, tu sais, ça vient souvent avec des commentaires abjects. Fait que, tu sais, les personnes se font dire qu'ils sont trop maigres, qu'ils ont pas de forme, ou qu'ils sont trop grosses, qu'ils ont trop de forme. Fait que, tu sais, les gens sont pas portés à en parler. Moi, si je relève un dossier médical, puis je me rends compte que la personne a un indice de masse corporelle trop petite, tu sais, je peux le taper dans le sommaire que la personne est cachexique, tu sais, qu'elle présente des signes de maigreur ou qu'elle est obèse. Mais tu sais, je suis même pas, on n'en est même pas rendu là comme professionnel. Tu sais, monsieur, madame, vous êtes obèse morbide, ou vous présentez certains signes là d'être cachexique, soit de pas manger du tout, ou tu sais, on n'aborde pas ces sujets-là, ça c'est sûr et certain. Souvent, ce que les patients peuvent nous dire des fois, c'est: j'ai rencontré mon spécialiste, mon gastro-entérologue, puis il m'a dit que j'étais obèse morbide, j'ai vraiment pas aimé ça, tu sais. Fait qu'on sait pas non plus comment aborder ça, parce que la clientèle, c'est pas nécessairement notre sujet de conversation préféré, de parler de notre alimentation. Mais il faut quand même réaliser qu'on vit dans un monde grossophobe. Oui, dès que quelqu'un a un tour de tête plus que ce qu'on présente dans les médias, dans les couvertures de journaux, de magazines, bien, cette personne-là, elle est exclue. Puis beaucoup de gens vivent cette exclusion-là. D'ailleurs, encore une fois, Jordan en parle dans son livre. Tu sais, le fait que tu sois plus gros, ben les gens sont moins intéressés à toi. Ben, c'est tout à fait vrai, parce que nous, l'image là dans laquelle la publicité, les médias, tout notre environnement là, audiovisuel autour de nous sur une base quotidienne, à partir du moment où on sort de chez nous, puis qu'on rentre le soir chez nous, tout notre gros cycle, tout ce qu'on voit autour de nous, ça représente seulement un petit faible pourcentage de la population. Une personne qui est pas obligée de surveiller ce qu'elle mange, sans prendre de poids, sans en perdre, qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut, sans que ça ait un impact sur son poids. On les aime pas, ces personnes-là. Non, mais elles sont minoritaires. On parle d'un petit pourcentage de la population sur lequel on se base pour faire l'image collective, soit l'image audiovisuelle de toutes les publicités auxquelles on est assujetti. On a besoin de plus de personnes grosses. On a besoin de plus de personnes maigres aussi sur nos... non, peut-être pas. La mode a repris tout ça. Oui, mais, écoute, la plupart des mannequins qu'on voit défiler les défilés. Des fois, je les regarde marcher Denis Martin, puis je me dis, la dernière fois qu'ils ont mangé un cheeseburger, c'était en 1954. Dans le fois qu'ils ont... Non, mais c'est épouvantable, parce qu'il y a eu... Non, mais on a besoin de plus... On a besoin de plus de forme, plus de rondeur, moins de personnes très slim qui représentent seulement quelques pourcentages de la population pour aider un peu l'image collective à se refaire. C'est pas vrai qu'on doit se baser sur ce petit échantillonnage-là publicitaire pour en faire nos points de référence sociaux, là. Tu parlais de grossophobie. J'ai une de mes collègues infirmières dans un de mes milieux de travail, elle milite beaucoup contre la grossophobie, puis pour l'inclusion de personnes avec des rondeurs un peu plus sur la place publique, parce que c'est vrai que ça a pas de bon sens que les personnes qui sont en surplus de poids se fassent exclure de partout, là. C'est plus difficile pour elles de se faire des amis, c'est plus difficile pour elles de se faire accepter par leur environnement de travail. Il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus, là, en tant que société. Moi, je vais te faire une confidence parce que, en fait, je fais une confidence, on est à la radio. J'ai quand même vécu cette relation très difficile avec mon corps parce que je me trouvais pas beau, je me trouvais trop maigre et Dieu sait que j'en ai fait des exercices, j'en ai pris des suppléments, j'en ai fait des trucs à me rendre malade. Là, à l'âge que j'ai, là, on fera plus ça, là, mais c'est quand même la dure réalité dans laquelle on vit. Il faut que ça fasse un temps. Faut pas qu'un trouble alimentaire persiste sur toute une vie, ça c'est sûr et certain. En tout cas, en terminant rapidement avant d'aller à mon autre entrevue, dis-moi, on dit beaucoup que les professionnels de la santé ne sont pas assez formés pour s'occuper des membres de nos communautés au niveau des problèmes alimentaires, on vient de le voir. On vient de le voir, oui. C'est vrai, c'est pas un sujet qu'on aborde dans nos bureaux. On va plus parler de sexualité, on va parler de consommation de drogue, on va parler d'habitudes sociales. Parlant des professionnels de la santé, il y a un article suite à notre dernière entrevue dans la presse qui a donné suite un peu à notre dernière entrevue où on est aussi peu outillé pour soigner les personnes avec d'identités de genre très variées, là. C'est pas... On est désoutillés, on est tous pas bons. Jen-Jess Grenier, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. On va passer à notre prochaine entrevue.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Je le disais tout à l'heure, selon Statistique Canada, 1 million de personnes souffrent d'une forme ou l'autre de troubles alimentaires au Canada et on estime que 20% de ce nombre sont des personnes qui s'identifient comme hommes. Les troubles alimentaires, c'est un sujet très tabou. En plus, c'est encore pire chez les hommes et le fait d'être une personne queer, je pense que ça joue beaucoup. Jordan Dupuis est comédien, animateur de radio et de télévision. Il en sait quelque chose. Il vient de publier un récit de vie choc sur son propre combat contre un trouble alimentaire. Bienvenue à l'émission, Jordan. Salut, Denis Martin. Merci de me recevoir. Déjà, de parler de ce sujet-là qui n'est pas très sexy à la base, il faut le dire. Merci aussi de me recevoir avec mes minutes de retard. J'ai eu une... Oh, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je suis là. C'est pas grave, l'important d'être là, puis on a tout le temps de parler. Oui. Alors, bienvenue à l'émission. Puis, Jordan, on demande toujours ça à nos nouveaux invités. C'est la première fois que tu es ici. On utilise les accords et les pronoms masculins pour toi. C'est parfait. Parfait. Alors, je dis donc un livre choc. Car ceux qui ne te connaissent pas, personnellement, n'étaient pas au courant. En fait, moi, je te connaissais, puis je n'étais pas si au courant que ça non plus, que derrière ton enthousiasme, ta joie de vivre à l'écran, là, tu resplendis, à la radio aussi, se cachait un mal-être épouvantable. Je me permets de le qualifier comme ça, tu pourras me corriger. Pourquoi as-tu senti le besoin de dévoiler tout ça au grand public? Oh, cette fameuse question, Denis Martin. Mais je peux pas passer à côté. Parce que au fil de mes rencontres, de mes discussions avec les gens, parce que dans le cadre de mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai reçu énormément de témoignages parce que je me suis exprimé publiquement à plusieurs reprises sur les troubles alimentaires et l'image corporelle. Mais là, de mettre mon récit sur papier, c'était autre chose. Ouais. J'ai eu au cours des dernières années, énormément de messages de gens qui souffrent. Et j'ai voulu, naïvement, dès le départ, écrire un livre un peu plus de service sur les troubles alimentaires et l'image corporelle. Un livre où j'allais parler avec des spécialistes, où j'allais me mettre un peu à l'écart, tu sais. Finalement, je me suis fait avoir par le processus d'écriture. Il n'y aura pas de roman derrière ce livre-là. Ça va être moi, ça va être au jeu. Et finalement, ça s'est avéré une véritable catharsis pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais au fil du temps construit beaucoup de carapaces pour surmonter cette souffrance-là. Mais que des fois, en survivant, on oublie de creuser sur les raisons pour lesquelles on a eu besoin de survivre. Donc, ça a été pour moi une façon de pardonner, de me pardonner, de pardonner aux gens qui m'ont fait souffrir, de pardonner à cette société-là, grossophobe et homophobe aussi. Donc, ça a été un travail vraiment beaucoup plus ardu que je pensais, un travail d'introspection. Mais la résultante est que ce que je veux, c'est que mon récit puisse toucher ne serait-ce qu'une personne à la maison, quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires et de l'image corporelle. Principalement chez les hommes aussi, parce qu'on en parle très peu. Là. Très peu. Et c'est un problème assez grand. J'ai dit, c'est une personne sur 5 qui souffre de troubles alimentaires, c'est un homme. Et l'hyperphagie boulimique, trouble alimentaire dont je souffrais, est le trouble alimentaire le plus répandu chez les hommes. L'hyperphagie boulimique, j'aimerais que tu me décrives c'est quoi rapidement? L'hyperphagie boulimique, c'est grossièrement, c'est le contraire de l'anorexie. Là. Donc, c'est lorsqu'on mange à outrance. Moi, je pouvais manger, on dit hyperphagie boulimique, parce que les épisodes de binge qu'on appelle, où on mange à l'infini, nous amènent parfois à vomir. Ouais. Donc, ça devient un certain réflexe. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hyperphagie boulimique. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même la relation avec la nourriture. Et dans ton livre, c'était pratiquement une relation, je dirais, sensuelle. Ouais. Comment tu décrivais là, les choses que tu mangeais? Parce que, puis je parle pour les toxicomanes là, en ce moment, mais les toxicomanes peuvent en témoigner, ce buzz-là de l'endorphine lorsqu'on mange ou lorsqu'on se shoot ou lorsqu'on joue à des machines en ligne, lorsqu'on a une dépendance, ce buzz-là de l'endorphine, ce sentiment de plénitude, de se remplir, pour moi était ce que j'ai connu qui ressemblait le plus à ma construction de la sexualité. On disait tantôt à la chronique avec Gengis que les personnes queer sont 4 fois plus à risque
de 4 fois plus à risque d'être atteint, si on peut dire ça, d'un trouble alimentaire Absolument. quelconque. Pourquoi? Est-ce que ça a joué pour toi, ça? Ça a joué beaucoup pour moi parce que, évidemment, je m'ai collé ma gomme sur ton pacing, je suis désolé. Mais c'est un pacing d'intro, fait que ça va. Il n'y a pas de problème. Je pense que moi, j'ai mangé beaucoup mon homosexualité refoulée. Moi, j'ai 41 ans, bientôt 42 dans 2 semaines. Et Attends d'avoir mon âge. si je vieillis bien comme toi, moi, je suis bien correct. Je suis bien correct. À cette époque-là, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une famille de 3 garçons. D'une famille extrêmement aimante, faut le dire. Donc, ce livre-là n'est pas un désaveu envers ma famille, au contraire. Mais j'ai d'une société qui était très, très homophobe à l'époque, où j'ai pas pu vivre mon adolescence, vivre ce que je souhaitais. Et je pense que cette souffrance-là de ne pas être ce que je souhaitais être à l'époque m'a fait manger. Ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être la dépendance affective. Pour moi, ça a été mon mécanisme de protection. Et je pense que les populations queer et LGBTQ+, vivent énormément de souffrance à plusieurs égards. Donc, si on a de la souffrance, on trouve des moyens pour coper. Et la nourriture en fait partie. Donc, c'est peut-être, probablement, je pense, je ne suis pas un spécialiste, mais une des raisons qui fait que les troubles alimentaires sont si grands chez la communauté queer, parce que, on est une communauté qui souffre. Là, Jordan, je te regarde et je ne peux pas t'imaginer que tu as déjà pesé presque 350 livres. Ouais, moi non plus. Puis c'est pas une question, moi, de la grossophobie, je crois pas à ça, là. Mais c'est comment le fait d'être dans ce corps-là, considérant comment est-ce que la communauté gay, surtout, a un culte pour le corps parfait, comment as-tu vécu ça? Ah mon Dieu, cette jungle violente de la communauté gay. Moi, je pensais naïvement sortir de l'école secondaire où je me faisais intimider et d'arriver dans le beau grand village où tout le monde se tient par la main et chante des chansons d'amour et tout le monde allait me trouver beau avec ma coupe champignon et mon 350 livres. Et finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est une jungle qui est extrêmement violente. Je trouve que les dictats de la beauté pour les communautés gays sont inatteignables. Premièrement, on n'en veut pas de standards de beauté, mais sont complètement désillusionnés de la société, désillusionnels aussi. Je trouve que c'est un peu la revanche des ostracisés. Donc, je trouve, et c'est mon analyse très personnelle, là, je ne veux pas mettre personne à dos quand je dis ça, mais j'ai cette impression que puisqu'on n'a pas pu vivre nos belles années à l'école secondaire et maintenant qu'on devient adulte avec un certain pouvoir de changer les choses, d'un pouvoir, j'ai l'impression que certains désirent revivre cette période de pouvoir-là et cette période d'école secondaire, de cours d'école, mais à l'âge adulte, parce que je vois pas d'autres raisons pour lesquelles on voudrait se faire tant de mal entre nous. Mais tu as quand même choisi de subir une intervention chirurgicale qui Absolument. est quand même très dangereuse. On appelle ça une chirurgie bariatrique, je pense que c'est le terme. Ouais. Donc, j'ai encore, aujourd'hui, j'en ai développé une maladie digestive, donc j'ai un cathéter permanent sous la peau. Je suis une personne qui est devenue malade à cause de cette chirurgie-là. Donc, j'ai décidé de subir ça. 2, en fait. 2? Ouais. Wow. Et qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ça? Le milieu médical, je dois dire, parce qu'à l'époque, si on m'avait dit « Jordan, tu vas faire la thérapie, puis on va voir où est-ce que tu vas te positionner après, si tu as besoin d'une chirurgie ou pas. » Tu sais, il n'y a personne qui m'a posé la question à 25 ans, tu pèses 350 livres. Peut-être que tu as un problème avec la nourriture. Ouais. Non, ça a été la solution que le médecin a proposée. Évidemment, il n'y a pas de suivi psychologique avec ça. Donc, on a embarqué là-dedans. Et au début, c'était l'anneau gastrique qui s'est avéré un échec. Mon anneau gastrique a bougé. Je suis devenu extrêmement malade. Et surtout, ça a empiré mon trouble alimentaire parce que l'anneau gastrique, en fait, ça resserre la base de l'estomac. Ça crée une poche. Donc, cette poche-là, quand tu manges,
elle se remplit, ce qui donne un signal de satiété. Mais quand tu as un trouble alimentaire, de l'hyperphagie, et que ton but, c'est de manger à outrance, ben cette petite poche-là, créée par l'anneau gastrique, se remplissait constamment, et donc je vomissais à peu près 42 fois par jour. Ouf. Alors, ils ont décidé de retirer l'anneau gastrique pour ensuite faire une gastrectomie verticale. Et donc, 2 chirurgies bariatriques. Donc, tu as des conséquences encore. Ouais. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, tu as choisi, tu as fait ta grossophobie intériorisée, tu as décidé de subir la chirurgie. Je les ai tous entendus. Hein. Oui. Les commentaires sur... ouais, je m'excuse, j'ai coupé ta question, là, mais... Non, ça va, non. Puis il y a des conséquences, donc tu en vis une présentement. Ouais. Alors, c'est pas... on fait pas un choix comme ça n'importe comment, là. Oui, je me suis fait dire, t'as choisi la solution facile, t'as pas de volonté, t'as pas ci, t'as pas ça. Pour moi, la chirurgie bariatrique, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Les gens oublient qu'il y a plein de deuils sociaux à faire. Il y a une rééducation alimentaire, il y a un travail psychologique qui vient avec. La chirurgie bariatrique, c'est un outil dans un ensemble de facteurs. Et j'ai pas ce luxe-là, Denis Martin, de pouvoir dire... j'ai le success story de la perte de poids. Je peux pas dire ça. J'ai eu des chirurgies bariatriques, j'ai fait de la thérapie. C'est pas un success story d'Instagram de gars de 345 qui est allé au gym 6 fois par semaine. Puis que c'est un autre parcours, mais qui est stigmatisé puis qui est dévalué aux yeux des gens. Rapidement, parce qu'on va manquer de temps, mais tu as aussi les conséquences sur ton corps, parce que quand on perd tant de poids, il y a des... Absolument. Donc, je suis rendu à ma 6e chirurgie de reconstruction. Donc, cet automne, on va faire les cuisses et on va faire l'abdomen. Mais il y a eu les fesses, il y a eu les bras, parce qu'évidemment, la peau ne suit pas. Puis, on vieillit, fait que la peau ne suit pas nécessairement tant. Donc, et ça aussi, tu as souffert du regard des autres. Absolument. Je ne vais pas tout révéler ce qu'il y a dans le livre, parce que là, je me rends compte qu'on va manquer de temps, mais c'est un livre que tu as publié, donc, aux éditions Libre Expression. Oui, Tuer l'ogre, si ça vous tente de vous plonger dans un univers qui est quand même plein de lumière, je pense. Oui, parce que regarde-toi présentement, tu as tellement l'air bien, t'es beau, tout va bien. T'es fin, merci, j'apprécie. Merci beaucoup, Jordan Dupuis. Alors, en deuxième partie d'émission, Les Tortues, une comédie romantique sur un vieux couple gay et l'importance de la bande dessinée dans la culture queer ou l'importance de la culture queer dans la bande dessinée. Écoutez, L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. I want to get a divorce. Oh non, pas vous deux. Dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche, Je suis cocu. Cocu, cocu, cocu. que tu m'entends. I'm so glad we have time together now. Really. Le souvenir de nos deux corps. On vient d'entendre un extrait du film Les Tortues. Juste un petit extrait de la bande-annonce, en fait. Après 35 ans de vie commune, un couple traverse une zone de turbulence. Puis ça, habituellement, c'est pas inusité. Ce qui l'est dans ce film, c'est que ce couple est composé de 2 hommes. C'est le sujet donc d'un film intitulé Les Tortues du cinéaste belge David Lambert que je joins à l'instant par visioconférence. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, David. Merci pour cet accueil. Ben, ça nous fait plaisir, on est très contents. Alors, moi, j'ai eu la chance, avant tout le monde, de visionner le film par un lien privé qu'on donne aux journalistes. On a des petits perks, comme diraient les Anglais. Alors, avant de commencer, David, on utilise les pronoms et les accords masculins avec toi, c'est ça? Oui, masculin, en effet. Alors, parlons des tortues. Pourquoi ce titre? Les tortues, c'est une voie en espèce de disparition qui a traversé les années et c'est un peu la métaphore de mes personnages qui sont une génération de gays qui ont survécu au sida, qui ont survécu à l'homosexualité illégale, qui ont survécu à l'homosexualité psychiatrisée. Et donc, ça les racontait bien eux. Et puis, il se fait que les personnages ont aussi des tortues à la maison où il y a un vrai enjeu dramatique au moment du divorce de savoir qui garde quelle tortue. Alors oui, j'ai un petit peu résumé rapidement le film. On parle donc de Henri et Tom qui vivent ensemble à Bruxelles, filent le parfait amour depuis 35 ans, du moins en apparence, puis oups, Henri prend sa retraite, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est une vraie comédie d'hors mariage, en fait. C'est un moment de crise qui est lié à
à la retraite d'un personnage de flic qui pense à la retraite, en effet. Et c'est le moment où on se retrouve tous les deux à la maison. On n'a pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on veut. Et c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble alors qu'on est un couple de plus de 60 ans? Est-ce qu'on décide de rester ensemble, de finir sa vie ensemble, ou est-ce qu'on décide d'aller voir ailleurs? Et donc, c'est une vraie renégociation de couple entre ces deux hommes, et c'est, j'ai envie de dire, une redécouverte de l'autre à travers un divorce, parce que finalement, on a obtenu le droit de se marier, et donc on a aussi obtenu le droit de divorcer, et ça a encore été très, très peu traité au cinéma. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette comédie romantique? Bah, c'est un peu, c'est une partie de ma vie, en fait. C'est-à-dire que il y a des choses que j'ai mis dans les crises de couple que j'ai pu avoir et dans mon intimité qui se retrouvent là. C'est une totale fiction. Moi, je suis pas du tout les personnages. Mais ce que je voulais aussi faire, c'est raconter un vieux couple, en fait. Je trouve que quand on raconte l'histoire de deux hommes ou de deux garçons, on est toujours dans des personnages très très jeunes, qui sont toujours très torse nu, qui sont toujours sur la plage ou au bord d'un lac et qui sont toujours dans des histoires de coming out. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de faire un vieux couple, mais entre deux hommes, parce que bah, j'ai rarement vu ça. Et puis, je trouve que je trouvais ça très beau à filmer, et j'avais envie de partager ça avec le public. Ben, de toute façon, moi, je me reconnais. J'ai plus de 60 ans. Je me reconnais dans tes personnages, c'est clair. Est-ce que ça explique aussi cette volonté de montrer une autre réalité des couples gays ou queer de... T'as pas fait de flashback. On voit pas les versions éphèbes de nos personnages. Bah, j'ai eu une première version de scénario où il y avait des flashbacks, en effet. Et puis en fait, j'ai supprimé parce que je trouve qu'au temps présent, ils racontent tellement de choses en 2024, ces personnages, et ils ont traversé tellement de choses que j'avais envie de... C'est comme un iceberg en fait. Ça veut dire, en fait, tu filmes l'iceberg, la partie visible, et en même temps, tu ressens qu'il y a toute une partie invisible qui font partie de leur trauma, de leur joie passée. Tu sens en fait les années qui ont passé en filmant leur visage et leur corps. Et donc, je trouvais ça plus intéressant de les filmer au présent que de nouveau, en fait, de repartir dans, OK, on fait les années 80, on les fait jeunes, et je trouvais ça pas intéressant, en fait. J'avais pas envie de rentrer dans cette grammaire, tu sais, des jeunes gays désirables. J'avais pas envie de ça, en fait. J'avais vraiment envie de filmer ce qu'on appelle les seniors, le troisième âge, et de me concentrer là-dessus. Et ils sont beaux, ces personnages-là. D'ailleurs, parce qu'on aborde un petit peu, si tu me permets, l'agisme dans nos communautés LGBT, ça existe. Et j'ai vu une anecdote en France au sujet de l'affiche du film. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec ça? Bah, l'affiche du film, le distributeur français a décidé, pour des raisons qui sont bonnes et mauvaises, de changer l'affiche originale qui était les deux hommes qui s'embrassent. Et il a décidé de faire le couple qui se regarde, quoi, qui se regarde avec un vrai regard d'amour. Mais en tout cas, il n'y a pas de baiser. L'affiche canadienne, il y a un vrai baiser. L'affiche québécoise, il y a un vrai baiser. Et donc, il y a eu toute une polémique parce que le milieu gay, le milieu queer a dit, mais en fait, c'est de la censure. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'embrassent pas en France? Le distributeur a ses raisons. Je pense qu'il est lui-même un peu terrorisé par des exploitants de salles qui sont parfois homophobes ou discriminants. Ça existe. La France est un grand territoire à couvrir, et il y a vraiment des régions qui sont compliquées. Euh, il a aussi avancé l'argument du fait que sur l'affiche où le couple s'embrasse, on avait peu de visibilité pour les acteurs. Les acteurs étaient peu reconnaissables. Euh, mais c'est un peu hallucinant parce que, on se pose encore des questions quand même un peu dingues sur le fait que ce soit deux hommes et sur le fait que ce soit deux hommes âgés. Je me suis toujours posé la question, si ça avait été un homme et une femme de cet âge-là, c'est-à-dire de plus de 60 ans, est-ce qu'il y aurait eu aussi des problèmes Oui, de les oui. voir s'embrasser? Ben, Voilà. ouais, c'est à réfléchir tout ça. Parlons des acteurs, ils sont fabuleux. Comment les as-tu choisis et comment ça s'est fait tout ça, ce processus là, de tournage? Je ne pose pas la question à savoir si ils sont queer ou pas, ça ne nous regarde pas, mais comment s'est déroulé tout ça? Bah, je voulais, en fait, quand tu fais un casting comme ça, en fait, tu castes un couple. Ça veut dire que tu castes deux énergies qui sont complémentaires, différentes. Et donc, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre parce que ce qui est important, c'est le couple. Euh,
Et donc, chez Olivier Gourmet, en fait, on s'est très vite entendu sur le côté ours du personnage, sur le côté très pudique par rapport aux émotions, sur le côté je garde tout jusqu'à ce que je craque et que j'explose. Donc, il y avait une très belle patte émotionnelle que je voulais vraiment exploiter et qui était très intuitive de sa part et de la mienne. Quant à Dave Jones, qui est le Daniel Blake de Ken Loach, là, qui était la Palme d'Or en 2016. En fait, on s'est rencontrés à Londres. Je lui ai envoyé le script. Il a eu un coup de foudre directement pour le scénario. Il a trouvé que c'était un scénario avec beaucoup d'honnêteté émotionnelle. Il a très, très vite pris en charge le personnage de Tom et il a très vite aimé le personnage. Et donc, du coup, ça s'est fait avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de bonheur et beaucoup d'intensité. Donc, ça a été un très beau processus jusqu'au bout, parce qu'évidemment, ils se sont rencontrés quelques jours avant le tournage, et puis c'est toujours des moments un peu stressants et en même temps magiques de se dire, OK, est-ce que ce couple va fonctionner? Comment ils vont faire? Ben, en tout cas, ils avaient une Et, belle complicité. Ça paraissait sur, en tout cas, moi, mon visionnement, mes visionnements, ça paraissait. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti, mais on voyait vraiment qu'il y avait une belle complicité entre les deux acteurs. ah ben oui, oui, je pense aussi, ils forment un vrai couple, hein, c'est le couple de l'année, parce que ils sont tellement différents et tellement semblables. Et puis les réactions des spectateurs et des spectatrices m'a vraiment fait chaud au cœur. Il y a vraiment des gens qui sont très, très touchés par ces personnages, qui réfléchissent aussi à leur propre vie, à comment ils font pour continuer à être à deux ou pas. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour former un couple? Enfin, toutes ces questions-là, hein, qui sont des vraies questions pour le coup. Je vais aller sur un autre thème qui est très important pour toi, puis qui a des résonances ici au Québec et au Canada. Euh, je pense que dans tous tes films, tes conjoints ont une différence linguistique. C'est important pour toi, ça? Oui, alors je vis à Bruxelles, qui est vraiment une ville complètement multilingue. Ça veut dire qu'on est plus que trilingue. Ça veut dire qu'on entend du polonais, de l'arabe, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire c'est une ville incroyable. Et c'est vrai que je n'aime pas les films où ça parle une seule langue. Et je trouve que de faire... Alors moi, je vis avec quelqu'un d'anglophone, donc ça veut dire je suis dans les problèmes linguistiques dans mon couple. Et c'est une intimité que je connais bien. Et je voulais vraiment mettre en scène cette difficulté parfois à parler avec des mots qui sont pas naturels, enfin qui sont pas les premiers mots qu'on utiliserait, ce manque de langue maternelle. Et j'adore remplacer des dialogues par du langage corporel, par des gestes. J'adore travailler la direction de l'acteur dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on a eu une Congolaise qui parlait lingala avec Bouli Lanez en Troisième Noce, un Argentin qui parlait espagnol dans Je suis à toi, qui se retrouvait avec un francophone de Wallonie qui avait même un accent wallon. Et dans Hors les murs, le personnage était albanais. Donc il y a à chaque fois un choc des cultures et un choc linguistique, en effet. J'aimerais terminer là-dessus. C'est donc, je disais, le quatrième long métrage qui fait tous mettre de l'avant des personnages de nos communautés queer. Pourquoi c'est important pour toi, ça? Mais c'est important, en fait, je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire, moi, j'essaie de parler d'amour et j'essaie de parler d'être à deux. Et il se fait que j'en parle très bien avec des personnages queer parce que je suis queer. Donc, je ne vais pas commencer à sortir de moi-même pour essayer de faire je sais pas quoi. À partir du moment où ce sont des films intimistes euh, qui sont proches des émotions et qui basent enfin, j'espère leur qualité là-dessus, je vais pas commencer à raconter n'importe quoi sur un couple que je connais moins bien. Si j'avais des films plus ambitieux, là, peut-être j'élargirais le spectre de mes personnages, mais je trouve au-delà de ça que c'est important de rendre ces personnages visibles. Je trouve que deux mecs qui s'aiment comme des adolescents de plus de 60 ans, c'est quand même très très rare au cinéma. Ça n'existe pas en fait. Je ne comprends pas comment certaines parties de notre communauté est à ce point invisibilisée. C'est la même chose pour les personnages lesbiens. C'est incroyable comment on ne représente pas les femmes entre elles avec leurs problèmes, leurs objectifs, leurs enjeux, leur passé. Il n'y a absolument aucune représentation de ces personnages-là. En tout cas, une chance que tu es là, David Lambert, pour un peu changer cette donne-là, parce que ce film, effectivement, est très touchant. Puis c'est pas un film gay, c'est un film où il y a des personnages gays, il faut le rappeler.
donc les tortues. Et puis c'est ce dont on parle dans ce film, ça rejoint pas mal tout le monde, que l'on soit gay ou pas. J'aimerais te remercier beaucoup d'avoir pris la peine de nous parler aujourd'hui. Je rappelle que le film Les Tortues vient de sortir en salle au Québec. Alors, allez voir ça, puis vous m'en donnerez des nouvelles. À très bientôt, David Lambert. Merci, à très vite. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Plus de 300 artistes de la bande dessinée se sont réunis à Montréal dans le cadre du 13e Festival de la bande dessinée qui avait lieu ce week-end, le 24, 25 et 26 mai. Et plusieurs artistes queer y étaient, dont Jessie Tremblay, que je reçois. Bienvenue à l'émission, Jessie. Salut, c'est Denis Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, chaque fois qu'on reçoit une nouvelle personne, ici, on lui demande quels pronoms et quels accords on utilise. Moi, j'utilise le il, le yell, they, them en anglais. Parfait. Alors, on va essayer d'alterner entre tout ça. Parlons d'abord du festival. Quelle est l'importance de tenir un festival si spécialisé? On parle de bande dessinée. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent. La communauté, dans le fond, de bande dessinée à Montréal, elle est plus vaste qu'on pense. Puis en même temps, c'est une petite famille où tout le monde se connaît. Puis à Montréal, tu sais, le bassin d'auteurs, autant édités qu'auteurs indépendants, est quand même assez gros. Puis c'est un festival qui grandit comme d'année en année. Fait que, tu sais, pour vrai, genre l'importance, je pense qu'elle est flagrante, là. Puis je pense d'année en année, Montréal aussi, en tant que ville, le voit. Puis, tu sais, il y a des collaborations qui se font avec le festival puis la ville. Puis ça fait comme 3 ans là, que le festival est sur la rue Saint-Denis. Puis c'est une collaboration avec la ville puis avec l'arrondissement Mont-Royal. Là, puis en tout cas. Ouais. Puis il faut dire que la BD, souvent, dans les grands salons du livre, elle est un peu reléguée au second plan. Exact. De moins en moins, heureusement. Puis même dans les écoles, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de lire de bande dessinée. Puis sûrement toi aussi, là, tu sais, j'en doute pas. Puis, tu sais, moi, j'ai donné des cours de bande dessinée à des enfants. Puis, tu sais, je leur demandais tu sais, est-ce que vous avez le droit de lire des bandes dessinées? Puis maintenant, ils ont de plus en plus le droit, même pour des projets scolaires et tout, puis ils sont amenés à la bibliothèque, puis leur bibliothèque a des bandes dessinées. Fait que, tu sais, c'est de plus en plus démocratisé, tu sais, comme forme de lecture et de, tu sais... fait en tout cas, on travaille fort là-dessus à dire, tu sais, la bande dessinée, c'est pas juste pour les enfants, puis c'est pas juste un divertissement de bas étage. Là, non, pas du tout. Et puis moi, je vais faire tu sais, je fais un autre coming out aujourd'hui. Moi, de la bande dessinée, c'est mon... Je disais aux gens, c'est mon plaisir coupable. Non, c'est un plaisir pour moi, point. C'est pas obligé d'être coupable. Ah ouais, non, je suis coupable de bien d'autres choses dans la vie. Mais effectivement, et les gens se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. On parle des fois aussi de romans graphiques où on raconte des histoires. Moi, j'ai lu l'histoire de Jeffrey Dahmer en bande dessinée. OK. Ah, mon Dieu. Ça m'étonne pas que ça existe, mais j'avais pas entendu parler. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Jessie, à faire de la bande dessinée? Oh, mon Dieu. L'histoire est assez commune, là. J'étais jeune, j'aimais dessiner. Puis je suis tombé sur des Dragon Ball quand j'étais en 5e année. Puis là, j'étais comme... Dragon Ball, c'est quoi ça? C'est un manga par Akira Toriyama. Là. C'était super populaire quand j'étais jeune, puis ça l'est encore aujourd'hui. Oui. Puis feu Akira Toriyama qui est mort il n'y a pas très longtemps, là, d'ailleurs. Donc, c'est les bandes dessinées japonaises, toi, qui t'ont... Oui. Moi, je suis tombé dans le manga là, solide là, quand j'étais jeune. Moi, je vais te faire preuve de mon manque de connaissances. C'est quoi un manga? Un manga, c'est une bande dessinée japonaise. C'est tout. Essentiellement. Okay. C'est le terme qu'on utilise pour bande dessinée japonaise. Bon, je pensais qu'il y avait quelque chose de secret là-dedans. Vraiment pas. Alors, en quoi la bande dessinée a été significative pour toi? Parce que là, on va parler aussi de qui tu es pour de ton expression de genre et de sexualité. C'est une grosse question à laquelle j'avais pas pensé, je t'avoue. Là. On a le temps. C'est ça. Pour vrai, c'est une forme d'expression, tu sais, qui me permet de lier
tu sais, l'écriture au dessin, en fait. Tu sais, moi, je suis pas un écrivain, mais écrire avec des images, je suis capable de le faire. Puis, tu sais, je le fais depuis que je suis tout jeune. Puis, tu sais, c'est un art qui se pratique, là, on s'entend. Tu n'es pas avec l'habilité d'être capable de communiquer en images, là, on s'entend. Puis c'est ça, tu sais, ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses que, pas nécessairement que je vivais, mais au moins de m'évader. Surtout, tu sais, par le fantaisisme de la chose, tu sais, d'une manière ou d'une autre, là. Puis, tu sais, moi, je suis tombé dans le yaoi quand j'avais 15 ans, là. Le yaoi, pour les personnes qui savent pas, c'est de la bande dessinée japonaise d'hommes gays, dans le fond, là, de la porn gay, dans le fond, mais en bande dessinée. Puis ça me parlait énormément, mais pas nécessairement, parce que le yaoi, c'est beaucoup fait pour les femmes, étrangement. Puis moi, je suis née fille. Mais je me voyais pas nécessairement, tu sais, j'ai toujours senti que j'étais pas une fille, of course. Vous pouviez l'entendre par ma voix, peut-être, là. Mais tu sais, je me posais pas nécessairement ces questions-là à cet âge-là. J'étais juste comme, je connecte avec ces bandes dessinées-là, avec ces véhicules-là, pour X raisons, tu sais. Puis c'est ça, plus tard, genre dans ma trentaine, j'ai fait une transition, là. Mais c'est ça, tu sais, ça a été mon premier pas dans la bande dessinée queer, si on peut l'appeler comme ça, là, par le yaoi. Mais c'est ça, moi je voyais qu'il y avait un manque beaucoup là-dedans de sensibilité. Oui, parce que faut le dire, le yaoi, c'est souvent très violent, c'est souvent des scènes de viol. Et bon, il y a beaucoup d'homophobie là-dedans aussi. Là, c'est très de l'homophobie intériorisée, exact. Je dirais. Bon, il y a certaines personnes, j'imagine, qui trouvent ça le fun, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Exact. Donc, toi, tu as vu ça à une époque où tu t'interrogeais. Est-ce que la bande dessinée, c'est ce qui t'a aidé aussi? Je déteste cette expression-là, mais je vais l'utiliser, faire ton coming out. Moi, maintenant, je dis coming in. J'invite les gens dans ma vie. Je suis tanné de faire de moi ma vie dans la leur. Là. Mais bon, disons, est-ce que ça t'a aidé dans ton processus? Absolument, parce que, tu sais, ne serait-ce que moi, tu sais, je te dirais, tu sais, je fais beaucoup de bandes dessinées gays, tu sais. Puis ça m'a permis, tu sais, d'explorer ce côté de moi de manière safe. Parce que, tu sais, étant comme, tu sais, j'étais une femme qui faisait de la bande dessinée gay, le monde se posait pas tant de questions, mais tout le monde pensait que j'étais un homme, tu sais, juste en voyant ce que je faisais, il assumait que j'étais un homme qui faisait de la bande dessinée gay, tu sais. Puis là, quand il me voyait, il était comme, ok, t'es une femme, voyons. Puis non, en fait, j'étais pas une femme, mais je le savais pas, tu sais. Tu comprends? Mais oui, ça m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, non seulement en faire, mais en lire, tu sais, lire des témoignages de d'autres personnes queer qui expriment en bande dessinée. Tu sais, c'est une manière tellement facile de communiquer, puis, facile. Pas nécessairement, là, mais de connecter beaucoup, je trouve, la bande dessinée de manière générale. Je vais t'amener justement à une bande dessinée que tu as publiée récemment. Ça s'appelle Déphase. Et, écoute, tu nous présentes une situation assez intime entre deux hommes. C'est très sensuel. Pourquoi? C'est deux personnages que je traîne depuis très longtemps. Là. C'est comme un univers qui vit dans ma tête rent-free là, depuis que j'ai 20 ans, là, à peu près. Puis c'est deux personnages qui m'habitent puis qui sont une partie de moi d'une certaine manière. Puis tu sais, c'est ma manière d'explorer, tu sais, l'amour entre deux personnes queer. Parce que, tu sais, c'est un homme bisexuel, puis, tu sais, un homme qui se cherche peut-être dans son genre et tout, il est homosexuel aussi. Puis, tu sais, ils se connaissent depuis très jeune, puis en tout cas, tu sais, j'explore leur vie adulte à travers leurs moments intimes et tout, là. Puis je sais pas, ça vit dans ma tête, puis j'ai besoin de l'extérioriser, puis les gens aiment ça, fait que je le fais. Fait que, tu sais. Et tu as quand même, on voit quand même un mouvement, une relation sexuelle. Bon, là, on n'est pas dans la pornographie, là, mais disons qu'on voit pas mal de choses. Et ce genre de BD, tu l'adresses à qui? Aux personnes queer, de manière générale, je pense. Puis, tu sais, surtout à moi, je pense. Parce que je pense que je l'adresse aux personnes qui ont grandi en pensant que
des relations entre deux hommes, des relations sexuelles entre deux hommes, c'est toujours violent. Ça n'a pas besoin de l'être. Ça peut être doux, ça peut être plein d'amour, ça peut être justement dans la bande dessinée dont tu parles. Mais en fait, il se rend compte qu'il y en a un des deux qui dort, mais qui se réveille en même temps, qui sont en train de se toucher, puis tout. Puis là, ils sont oh mon Dieu, non, j'étais en train de faire des affaires pendant que tu dormais, je m'excuse. Puis il est comme, ben voyons, c'est pas grave. Puis là, ils finissent leur acte là, de manière réveillée. Mais c'est dans le consentement. Mais c'est dans le consentement, exactement. Puis le consentement, c'est de plus en plus important dans notre société d'en parler, je pense, puis d'exposer aussi des situations maladroites comme ça qui arrivent dans la vraie vie. Puis des situations vraies qui sont pas faites pour la caméra, sont faites dans l'intimité. Puis c'est cute, c'est maladroit, c'est mignon, c'est ça. C'est ça que je veux montrer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un message qui pourrait être envoyé aux personnes qui ne sont pas queer quand ils regardent ça? Ah, absolument. Que ce qui se passe dans la chambre à coucher d'une personne, de deux personnes queer ou de plus de personnes queer, qu'importe, de relations queer, c'est pas tant différent qu'une relation hétéronormative, là, tu sais. Oui, peut-être dans l'acte en tant que tel, la mécanique de la chose est différente, mais tu sais, les émotions, la sensibilité, l'amour qui est partagé dans ces moments-là, dans ces moments intimes-là, sont pas différents, tu sais. Est-ce que tu penses un jour inclure un personnage qui te ressemble, quelqu'un qui a vécu ou qui vit une transition, dans ton cas, de femme à homme, mais ça peut être autre chose aussi? En même temps que je fais ce parcours-là moi-même, le personnage de Nicolas dans cette bande dessinée-là, qui est un des deux personnages en fait, je considère qu'il est un personnage non-binaire, du moins, en tout cas, en partie. Puis, il va peut-être vivre un genre de transition aussi. Puis, j'ai des personnages trans dans mes histoires qui sont pas nécessairement mis au premier plan, mais ils sont là, ils existent. Puis, c'est pas... l'histoire tourne pas à propos de leur transition ou de leur état de personne trans. Ils existent, ils sont là, puis, je trouve ça important de juste avoir des personnes trans qui existent aussi, dans des histoires. Mais comme tu te présentes à nous aujourd'hui. Exact. Tout à fait. Parce que moi, j'étais pas au courant que tu étais une personne trans. Tu me l'as dit en entrevue, alors voilà. Est-ce que la BD, la bande dessinée, joue un rôle important dans nos communautés? Absolument. Je pense que c'est un exutoire à beaucoup de choses. On peut parler de nos vécus, de nos traumas beaucoup à travers la bande dessinée. Souvent la bande dessinée, ça se fait après avoir, comme l'écriture de manière générale, on se commet à ça après avoir passé à travers un trauma, après avoir comme récupéré d'un trauma d'une certaine manière, à tête reposée. Là, on parle de notre parcours, puis de qu'est-ce qu'on a vécu, puis ça permet, de normaliser, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais d'en parler au moins, puis de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis que c'est pas si grave que ça. Exact. Et comment la communauté queer est-elle importante dans le monde de la BD? Ah, super importante, puis de plus en plus là, je te dirais, une autre autrice super connue, je sais pas si tu connais Axel Lenoir. Oui, là. qui est déjà venu ici. Avec raison, je veux dire, elle devrait être ici toutes les semaines. Mais tu sais, Sophie Labelle aussi, qui est une de nos autrices trans, qui milite énormément, puis que à travers sa bande dessinée de Steffi, de Assigné Garçon, une bande dessinée qui s'adresse à la communauté queer, mais qui sert par le biais à éduquer les gens qui sont pas queer aussi. Là, je parle exclusivement de personnes trans, mais de personnes non-binaires, de personnes gays, de personnes lesbiennes, bisexuelles et tout. Je pense il y en a de plus en plus qui s'affichent puis qui se sentent à l'aise d'être qui ils sont en public. Puis je trouve ça merveilleux. Là.
Alors, si on veut se procurer tes livres, on fait ça comment? Parce que je pense que tu publies toi-même, c'est ça? Oui, exactement. Je publie à compte d'auteur. J'ai un magasin en ligne sur Etsy. Dans le fond, c'est Jessie Comics, Etsy.com. Sinon, je suis à Lugelion, je suis au Port de Tête, je suis à Planète BD. Puis sinon, c'est ça. On ferait un effort pour juste faire Jessie Tremblay, on va te trouver en ligne. Jessie Comics. Jessie Comics, oui. Puis il n'y a pas de E à Jessie. Non, pas de E, juste un I. Parfait, Jessie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 78 en ce 27 mai 2024. Merci à l'équipe, Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour le thème musical, Jérémy Ormelette, chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et évidemment Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vie et Voix Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là.